Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. La question du coût des études pour les jeunes qui se destinent au métier du cinéma d'animation et leurs familles est un sujet souvent abordé dans le cadre des RAF. S'il existe des formations gratuites ou peu onéreuses, elles demeurent peu nombreuses dans un pays où l'offre publique est faible. Conscient de cet état de fait, l'État avait fait de l'inclusion sociale un de ses critères de l'appel à projet de la grande fabrique de l'image, comme nous l'avons entendu pour ceux qui étaient avec nous hier. Plus que de réunir les acteurs de la formation dans une table ronde, nous avons choisi d'inviter 2 directeurs d'école qui portent une parole forte et s'efforcent de faire progresser cette question dans leur pratique. Et nous leur avons demandé de s'adresser à vous sous une forme très courte, très percutante, et je ne doute pas que c'est ce qu'ils vont faire. Et donc je vais demander tout d'abord à Camille, à Franck, on a inversé tout à l'heure, j'ai déjà oublié, à Franck de commencer cette présentation. Bonjour à tous. Je vais prendre un petit temps supplémentaire pour pouvoir vous faire poser toutes les questions qui n'ont pas été posées pendant 2 jours avant notre conférence, si ça ne dérange pas les organisateurs. Pensez donc. Je blague, hein, je rigole. En fait, la démarche est simple. Je vais refaire un petit historique vite fait. En 5e, à l'école, au collège, je rentre sur une fin d'année scolaire et on me dit « t'es un bon à rien, tu sors ». Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que je puisse trouver mon chemin, en fait? Et je vous fais ce parallèle tout simplement parce que je suis tombé avec grande chance dans un environnement qui s'appelle les Compagnons du Devoir et qui ont guidé mes pas, en fait, sur un chemin de vie, en fait. Parce qu'une formation, quand on considère que le jeune rentre dans une formation, c'est pour un chemin de vie, en général. C'est pas pour le former à un logiciel et lui dire tu vas bosser sur telle prod, voilà. À ce moment-là, on m'a appris un savoir-être, un savoir-faire, un faire-savoir, pouvoir transmettre dès que je connais quelque chose, je le donne à l'autre. Et c'est un peu comme ça que j'ai essayé de créer l'école Georges Méliès il y a 25 ans. Et c'est sur ce chemin-là que j'ai continué à œuvrer en fait avec plein de gens, parce qu'une école ça se fait pas tout seul. Aujourd'hui, ça représente sur une année scolaire 128 intervenants différents. Ce qui est énorme. C'est principalement des gens qui viennent de vos sociétés de production. Voilà. Et donc ce cheminement, en fait, il s'est fait sur une ville qui est Orly, c'est la banlieue parisienne. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du fait que j'étais moi-même fils d'immigrés, que j'en n'avais pas les moyens de me payer des grosses études quand j'étais gamin, et que voilà, le compagnonnage m'a accueilli les bras ouverts, gratuitement, pour me donner un métier et qui me servira toute ma vie. Alors malgré que ça soit tailleur de pierre, sculpteur, mon métier, c'est aussi pédagogue, c'est aussi plein de choses qui font qu'aujourd'hui on fabrique des images, et c'est pour ça que j'appelle mes étudiants des artisans de l'image. Donc cette démarche s'ancre dans un compagnonnage qui n'est pas initiatique parce qu'on ne peut pas dans l'éducation nationale, mais qui amène en fait un certain état d'esprit aux jeunes qui va devoir se débrouiller toute sa vie avec ce qu'on lui a donné à l'école, et puis tout au long de sa vie, continuer à se former et avoir cette dynamique d'aller chercher l'information auprès des autres, et puis surtout de vivre avec les autres. Donc les premières questions qu'on pose à des jeunes qui ont envie de rentrer, donc c'est une association loi 1901 à but non lucratif, l'école, et depuis 25 ans, on donne des bourses d'études privées, complètement privées, et grâce aux sociétés de production qui nous aident, et à des sociétés qui n'ont rien à voir avec le secteur, par la taxe d'apprentissage et par des dons, on arrive à créer en fait un fonds qui nous permet d'aider certains jeunes on va dire 25% de la scolarité à des fois 100% de la scolarité, ça dépend les profils des jeunes. Voilà. Mais comment on identifie ces jeunes-là? C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui vont pouvoir payer leur scolarité, puis à côté d'eux, il y a d'autres jeunes qui viennent et qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais si on ne leur dit pas que tout ça existe, ils ne le savent pas. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin, et c'est les questions qui sont derrière, c'est quelles sont les réponses qui viennent quand on dit à ces jeunes, mais regardez ces métiers, il y a des boulots ces métiers embauchent, ces métiers sont en tension, ces métiers vont pouvoir vous donner une satisfaction tous les jours de votre vie sur votre travail. Et les questions qui reviennent, c'est ce n'est pas pour moi, il faut savoir dessiner, on m'a pas appris, je manque de matériel, les formations sont trop chères pour moi, mes parents veulent que je fasse autre chose. Je vous passe les détails des différents métiers. Et c'est pas pour moi, c'est pour les mecs, en fait. Voilà.
Alors tout ça, pour y répondre à ces questions-là, on a mis différentes choses en place. Ces différentes choses, c'est de ne pas attendre qu'ils arrivent au bac dans nos écoles pour pouvoir parler avec eux, travailler avec eux. C'est dès le collège et le lycée que ça se passe. Donc on l'a fait sur la ville d'Orly, on l'a fait sur les villes avoisinantes. Puis je vous en expliquerai un petit peu plus tout à l'heure, on va le faire sur le territoire. On a mis pour ça, au-delà, après de les avoir identifiés, leur avoir parlé des métiers, en fait, des cours du soir gratuits, des cours de sculpture, de dessin, de peinture, de photo, d'histoire de l'art, d'analyse filmique pour leur donner la possibilité d'analyser ce qu'ils regardent, d'analyser le monde dans lequel ils vivent. Et les suivre du coup, donc c'est pas que leur donner des cours, c'est aussi les suivre et les connaître, les rencontrer vraiment profondément dans le sens rencontre profonde avec eux, de connaître leurs problématiques de tous les jours au collège et au lycée. Quand ils décrochent, c'est continuer à garder contact avec eux, ce qui n'est pas évident. Leur proposer des semaines entières, une fois qu'on a identifié tous ces jeunes, pour qu'ils puissent venir pendant les vacances de février, pendant les vacances de Pâques, pendant les vacances d'été à l'école. L'école est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 360 jours de l'année pour les étudiants de l'école, mais aussi ceux qui viennent à côté. Faire venir les parents et leur faire comprendre que ce n'est pas des métiers de saltimbanque, mais c'est des métiers d'une industrie, et que ces métiers d'industrie, il faut les expliquer, il faut les apprendre, et puis il ne faut pas faire que pratiquer des logiciels. Et ça, ils comprennent très bien. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 1999, donc depuis la création de l'école, c'est une préoccupation qui m'anime profondément, et ce n'est pas mes anciens élèves qui diront le contraire. Il y en a quelques-uns dans la salle, c'est pour ça que je les salue. Une question, Franck, est-ce que tu arrives à identifier ces jeunes à qui tu t'adresses dès le collège, puis que tu accueilles dans ton école avant même qu'ils soient étudiants, la proportion qui vont ensuite candidater chez toi, puis suivre un cursus ? C'est difficile peut-être ? Si, on en a à peu près, mais ça varie en fait. C'est pas blanc ou noir en fait. Ouais. C'est que plus on élargit le cercle de réflexion autour de l'école. Au début, c'était la ville d'Orly. Après, ça s'est étalé sur tout le Val-de-Marne. On est dans une quinzaine à peu près par année de scolarité. Mais c'est pas suffisant. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres leviers à prendre. Il y a d'autres leviers qu'on en prend. J'y viens justement. Donc on a élargi ce genre de travail en fait. Donc ça, l'étude, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est l'étude qu'on a fait en 2022 avec la ville d'Orly. Et là, on en refait une pour 2025 sur tout le territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre. Donc c'est tout ce qui est au sud en fait de l'aéroport d'Orly. Avec le 94 et le 91 l'Essonne. Et voilà, tout ça, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec différents partenaires, l'université de Créteil avec qui on travaille étroitement, mais aussi l'INA, l'Institut National Audiovisuel à Brie-sur-Marne. Je salue mon collègue qui nous accompagne maintenant depuis 2 ans au RAF et il se régale, donc merci pour tout ça. Et le travail, c'est d'essayer d'élargir et de le partager, de pas qu'on soit l'école Méliès tout seul dans notre coin, mais qu'on puisse donner ce service de l'école Georges Méliès au bout de 25 ans aux institutions publiques. Et que ça rentre dans un schéma où automatiquement, on va pouvoir identifier encore plus largement des publics visés. L'action principale qui a été menée là-dessus, c'est l'accompagnement de la région Île-de-France, entre autres sur la classe alpha à l'INA. La classe alpha, ça a été beaucoup de jeunes aidés, une centaine par an sur une année, ou des jeunes qui n'ont pas le bac, qui ont eu le bac, qui ont été à la fac, qui se sont perdus, et qu'on a ramené en 1 an en fait, à travailler sur tous les métiers de l'audiovisuel. Et on a fait quelques spécialités, dont une spécialité sur les VFX là-dessus, pour soit retourner à l'emploi, soit travailler sur des jobs sur les plateaux de tournage. Voilà, une action qui est toujours le cas. C'est plus 100, maintenant c'est 60, je crois, à peu près, élèves par an, ce qui est pas mal. Donc là, ça peut aussi nous permettre d'identifier aussi pour Méliès, pour la suite d'études, les publics qui nous intéressent. Voilà. Alors, là-dessus, pour nous, France 2030 a été une vraie aubaine. En fait, ça a été le fait de pouvoir parler de ça à des institutions, comme on l'a fait avec Camille depuis un certain temps. L'idée de travailler les uns avec les autres, ça, on l'a préfiguré il y a déjà un bout de temps avec le RECA, mais un petit peu plus précisément avec certaines écoles avec qui on s'est rapproché pour pouvoir parler de ces vraies questions-là. Et ça marche. Donc maintenant, on va faire de l'intelligence collective et on va aller un petit peu plus loin grâce à France 2030. Et là-dedans, nous, ça nous a aidé, l'INA, l'Université de Créteil et Méliès, à faire la préfiguration d'un campus des métiers et des qualifications sur toute la région Île-de-France. Donc on ne restera pas sur le Grand Orly-Seine-Bièvre, mais sur toute la région. Et puis surtout que les CMQ, et c'est le but, puissent travailler à travers la France ensemble. Alors je sais qu'il y en a un dans les Hauts-de-France, par exemple. Il faudra impérativement qu'on essaye de travailler sur ces questions d'inclusion sur le plan des CMQ, parce qu'il y a des moyens sur ces choses-là. L'autre chose, c'est l'alternance. Et là, je ne suis pas content.
Parce que ça fait 2 ans qu'on se bat. arriver. Non, je blague. Mais ça fait... Quoique... ça fait 2 ans, en fait, donc on a l'habitude de travailler avec les entreprises. On a l'habitude que les entreprises nous donnent leurs apprentissages pour financer, entre autres, ce genre de bourse qu'on a mis en place. Mais l'alternance, c'est une démarche. Le compagnonnage est une alternance, en fait. Une alternance pendant 7 ans, à travers la France. On va aller d'entreprise en entreprise. Et les dispositifs, j'entends qu'il n'y a pas de dispositif, mais les dispositifs existent. L'apprentissage est souple, et de plus en plus souple. Et ça, c'est important de faire que nos sociétés puissent prendre conscience que si on monte un master avec l'université qui est gratuit, qui diplôme le jeune et qui est sur une dernière année d'études de nos écoles, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils sont opérationnels. Et cette alternance leur permet, en plus, après le film de fin d'études, donc on a déjà le film de fin d'études, on connaît les bandes démos des étudiants, il y a les jurys de fin d'études, vous les connaissez. La 5e année, c'est facile de placer. C'est ce qu'on se disait, en fait, et c'est pas si facile que ça. C'est un peu pour ça que je suis intervenu hier, c'est que on a élargi à pas que le secteur du cinéma animation, ce qui est un peu l'ADN de l'école Méliès, mais j'aurais bien voulu que les boîtes de l'anime répondent au rendez-vous. Et il y en a très peu qui l'ont fait. Timto l'a fait, mes anciens étudiants l'ont fait parce que je les oblige, en fait, dans les boîtes. Et puis, Illumination Magaf est en train de le faire, MPC le fait, voilà. Mais j'aimerais bien que la plupart des sociétés puissent prendre des apprenants en alternance, parce que c'est gratuit pour le jeune, c'est pas une année d'études de plus à payer, et en plus, ça simplifie, on a simplifié les rythmes d'alternance. En fait. Parce qu'on a consulté les boîtes pour que vous puissiez les prendre. Donc revenez vers nous et venez parler avec nous de l'alternance, parce que c'est ce qu'il faut défendre aujourd'hui pour que, justement, ces publics visés puissent espérer, en plus des bourses, avoir un vrai diplôme dans les mains et travailler après avec des vraies compétences dans vos boîtes. Et dernière petite chose, on a mis en place une polyvalence. Je sais que ça n'a pas plu pendant très longtemps aux boîtes que cette polyvalence naisse, mais une polyvalence d'outils, en fait. Ils font de l'animation 2D, de la stop motion, de la 3D, de la motion capture, mais aussi toutes les étapes de fabrication. Et c'est seulement en 4e année, sur leur film de fin d'études, qu'ils se spécialisent et qui vont mettre en avant ce qu'ils veulent, eux. Parce qu'il faut les entendre. Ils ne savent pas, même si vous les faites venir dans vos écoles... et vous leur dites, voilà, vous avez une section 2D ou une section 3D ou directement carrément que du storyboard. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire des images. C'est tout. Donc si on ne leur fait pas découvrir, ils ne peuvent pas le savoir. Donc si on veut être le plus proche possible de leur envie à eux aussi, autant que de l'envie des entreprises de les embaucher et du besoin des entreprises, nous, école, on fait le trait d'union entre tout ça, on fait un pont et on essaye de faire communiquer les deux mondes qui ne se parlent rarement. Voilà. Donc, l'école Méliès a été un trait d'union, un pont entre ces deux mondes, des jeunes qui ont des envies profondes de vie, de métier, de faire des images, et puis les entreprises qui vont, eux, développer du business et avoir les meilleurs experts dans leurs entreprises. C'est ça l'école Méliès, et c'est ce qu'on va essayer de faire et continuer dans les 25 prochaines années. Voilà. Merci Franck. Camille. Bonjour à tous. Alors, moi, je voudrais le faire assez vite et qu'on ait un peu de temps aussi pour échanger après, donc je vais l'attaquer sans slide. Je voulais commencer par interroger juste la raison de la création d'une école. En parlant juste de notre cas, nous, on était, donc pour ceux qui nous connaissent, alors je ne vais pas refaire le point sur Creative Seeds, mais on est un collectif. Aujourd'hui, on fonctionne pas encore en format scope, mais vraiment comme une coopérative. Et on était dans une quête de sens. On a créé notre école à une époque où il y avait une riche diversité historique des écoles, et en s'insérant dans un contexte, en proposant notre approche pédagogique différenciée pour contribuer à la richesse et à la diversité des écoles qu'il y a en France, et qui font d'ailleurs sa renommée un peu partout dans le monde. Et donc dans cette quête de sens, voilà, on a opté pour une autre approche entrepreneuriale. Donc bon, voilà, chez nous on est au salaire horaire unique, on est sur une gestion horizontale, tous les employés peuvent devenir associés. Donc aujourd'hui je suis pas le directeur ou patron de l'école, j'ai juste un rôle de représentant de toute mon équipe. On a un qui est là avec moi. On est évidemment du coup sur ces notions de valeur partagée. Donc on est sur une entreprise mais qui est dans les faits non lucrative, il n'y a pas d'investisseur privé, il n'y a pas de distribution de dividendes à personne physique. Tous les euros qui rentrent dans l'école servent la qualité de la formation et la qualité aussi de confort et de travail pour nos étudiants.
Et c'est également voilà, pas un projet, pour ceux qui créent des écoles, pas un projet particulièrement lucratif. Tous ceux qui ont créé de jeunes écoles indépendantes le savent. D'ailleurs, heureusement pour certains d'entre nous qu'on a pu vivre une expérience dans des studios comme Innovation Studio Paris, les bonus pools ont bien aidé au lancement économique de Creative Seeds. Et on a du coup cherché des projets pédagogiques, dont Inspiration Montessori, Freinet, qui nous ont permis de travailler déjà sur un aspect inclusif, dont on a un petit peu parlé, c'est l'inclusion de publics, des fois éloignés du système éducatif par leur mode de fonctionnement, leur cerveau, donc tout ce qui est des formes de 10, l'autisme, des éloignements scolaires, type phobie, et ces méthodes-là, que je ne vais pas redétailler, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en parler, ont eu un vrai succès pour intégrer des étudiants qui parfois étaient vraiment en difficulté. Mais aujourd'hui, notre axe majeur, pour devenir une meilleure école que ce qu'on est, c'est l'inclusion sociale. Donc là, ce que je fais, c'est j'interroge comment, en tant qu'école privée, on peut faire de l'inclusion sociale. C'est vraiment pas simple. Baisser les frais de scolarité, c'est une chose auquel on pense. On n'imagine pas toujours ce que coûte une école. On ne se rend pas compte que le coût moyen en France d'un étudiant à l'université, c'est 10 000 €. C'est ce qu'on paye à travers nos impôts et c'est la chance qu'ont les jeunes de ne pas avoir à le payer. La différence, c'est qu'une école privée, nous, on paye. C'est les jeunes qui payent, c'est les familles qui se lancent parfois dans des endettements assez complexes, d'autant que la durée d'études par rapport à ma génération, c'est quand même allongé. Et nous, on a suivi aussi ce changement. Et donc avec des écoles qui sont donc pour la plupart entre 6 000 et 10 000 €, c'est assez difficile de générer de la marge. Bon, alors on doit forcément faire des efforts sur la qualité, on va faire des concessions sur la qualité de la formation. Donc on cherche d'autres solutions. Évidemment, Franck t'en a parlé, c'est les bourses, par exemple. Donc les bourses qui peuvent avoir plusieurs sources, des bourses privées à travers du mécénat, donc des projets comme le fonds de dotation qu'on a lancé avec Artefix. Et on remercie tous les studios qui injectent des fonds et on les encourage à continuer, même si c'est pas forcément très incitatif. On est dans un système, on sait, où il y a des crédits d'impôt pour produire des films, donc l'incitation fiscale n'est pas forcément la plus... c'est pas ce qui marche le mieux. Donc on remercie vraiment l'action philanthropique des studios qui font cet effort généreux de soutenir des étudiants. Et il n'y a pas que notre fonds, il y a aussi d'autres fonds, notamment à Angoulême et à d'autres lieux. Donc merci de le faire. Il y a quelques pistes au niveau du service public. Je pense à des structures. On a la taxe d'apprentissage. Il y a des travaux sur les reconnaissances d'État qui permettent à certaines écoles d'avoir des bourses Crous, même s'ils ont eu une tendance ces dernières années à un petit peu diminuer en termes de volume et une surdemande de ces bourses. Il y a aussi des démarches autres avec d'autres moyens publics sur des formations plus courtes. Je vois les cas à côté. Donc, il y a des dispositifs publics qui permettent aussi de lancer d'autres projets. Mais voilà, dans le mode privé, on reste limité. Parce qu'on a des bourses, mais hélas, elles restent souvent assez marginales sur le volume de nos étudiants. Si on serait très content d'avoir de notre côté 10% de nos étudiants qui arrivent à bénéficier d'une bourse. D'autant que la bourse dans une école privée, souvent, elle vient juste payer les frais de scolarité. Or, pour faire ces études, je pense que des gens connaissent des étudiants qui, malgré le fait qu'ils sont dans une formation publique, restent en difficulté pour suivre leurs études. Donc on est quand même sur une population qui reste de la classe moyenne à minima, qui peut prendre le risque de se lancer dans ses études et qui va juste avoir une aide pour payer ses frais de scolarité. Mais on ne parle pas de l'aide au logement, se nourrir, ne pas avoir à travailler à côté des études pour suivre un cursus décent. Donc ça reste assez compliqué. Donc aujourd'hui, ce que nous on interroge, et donc je remercie la Grande Fabrique de l'Image parce que ça nous a permis de encore plus pousser notre réflexion et on l'avait déjà depuis pas mal de temps. Vous voyez qu'on est une petite structure assez militante, on est assez jeune donc on n'est pas encore aussi avancé que Méliès, mais on avance. On avance et on cherche à partager. En France, le meilleur système d'inclusion, on l'a et il y a peu de pays dans le monde qui en ont un aussi bien, c'est le système public. Et on a de la chance d'avoir ça. Et la plupart d'entre nous ici, nous avons tous bénéficié du système public de milliers de raisons, de la maternelle jusqu'à la fin du lycée pour la plupart d'entre nous, que ce soit un lycée privé ou un lycée public, ils sont tous très soutenus par le service public. Et c'est à partir de l'enseignement supérieur que les choses se gâtent en France, d'autant plus dans les filières plus récentes, dans les nouveaux métiers où l'État ne s'est pas emparé mais les nôtres, mais aussi d'autres. Voilà, l'informatique, l'ingénierie, tous les métiers très nouveaux. En fait, l'État n'a pas mis en place ou
très peu, hein, parce que il faut vraiment soutenir ceux qui arrivent, ceux qui existent déjà, des formes de DNMaid, ATI et d'autres structures qui existent. Donc voilà, nous, France 2030, le cahier des charges, on parlait beaucoup de quantité d'étudiants. L'actualité montre que c'est pas forcément la réflexion qu'il faut avoir. Donc, dans notre réflexion, on change aujourd'hui notre axe stratégique et on réfléchit à comment une école privée peut interagir avec le service public et les établissements publics. Donc, c'est ce qu'on... Voilà, on est dans une structure où on imaginait monter à 300, 320 étudiants, ce qui reste pas une très grosse école, hein. Et on essaye d'imaginer... Tu rigoles, là. Bah, on n'est pas très gros, voilà. Et donc, on travaille sur une stratégie justement de réduire le volume d'étudiants de notre cursus, mais plutôt utiliser l'outil pédagogique qu'on va avoir. Donc on a des nouveaux locaux, on va avoir des équipements, mais pour les mettre à disposition du service public avec lequel on veut essayer de travailler. Donc on a déjà, je ne vais pas détailler tous les éléments France 2030 qu'on a, mais on a par exemple la création d'une prépa en ligne gratuite qu'on veut travailler au sein de lycées, pour que des lycéens puissent suivre ce cursus sans avoir à faire une année supplémentaire, mais le faire au long de la seconde, première, terminale, au moins pour éviter... Donc il y a déjà identifié les envies et éviter les étudiants aussi de se lancer dans des études privées et se tromper. C'est quand même là, toujours un crève-cœur d'avoir un étudiant qui a payé 8 000 € une formation et finalement c'est pas ce qu'il veut faire. Donc moi c'est pour limiter ce genre de choses, pour mieux construire leur profil et voilà, éviter d'avoir à payer une formation préparatoire privée quand c'est possible. Et on travaille aussi démarrer, essayer de répliquer ce qui s'est passé, ce qui est très joli à ATI, le refaire à Rennes avec l'université de Rennes. On démarre cette année en démarrant par la licence 1 et 2, en proposant du coup une coloration de la filière informatique, une licence informatique, potentiellement un master ensuite, dans le but notamment d'amener d'autres profils dont l'industrie a besoin, donc pas plus de graphistes, mais des profils plutôt informaticiens, développeurs, IT, qui pourraient ensuite s'intéresser à notre secteur. Et aussi, ça c'est aussi des envies de l'université, c'est consolider la recherche, parce que la recherche aussi manque de profils qui s'intéressent à notre champ d'application, parce qu'évidemment c'est surtout le secteur privé qui s'en est emparé. Et faire une école privée puis faire de la recherche, financièrement, c'est pas forcément facile, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est voilà, notre objectif principal, c'est soutenir le service public, il faut le soutenir, et nous, essayer de nous y insérer pour trouver notre place, et potentiellement ensuite travailler, voilà, c'est du plus long terme, à voir comment, à travers les services publics, on arrive à baisser nos frais de scolarité de manière plus profonde que, voilà, même si c'est que sur une partie de nos étudiants. Donc là, je ne vais pas tout détailler, parce que c'est des choses, j'ai pas le droit, en plus, et puis c'est des choses qui ne sont pas décidées, que ce soit avec les futurs partenaires qu'on met en place. Mais je trouve très important de le faire aujourd'hui, et c'est un petit peu là, avant de céder la parole au public, une conclusion que j'aime faire. On est dans un contexte où il est particulièrement important de le faire. Stéphane Hier d'Anime France parlait de Winter is Coming. J'aime bien cette ligne parce que pour l'industrie se contracte aujourd'hui, on va le ressentir dans l'intégration professionnelle des jeunes de nos écoles, et dans le même temps, je parle presque de réchauffement climatique au sein du marché de la formation, avec des chiffres que j'ai entendus, une quarantaine d'écoles qui sont créées dans les 3 dernières années, donc leurs étudiants ne sont pas encore sur le marché. Ils vont arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans et de plus en plus, dans un marché qui, a priori, ça fait un certain temps, ne peut pas les recevoir. Les dernières assises au CNC les intervalles, qui font un travail aussi voilà, que je salue, d'études de cette jeune population qui arrive sur le marché. On est déjà depuis un certain temps à seulement 50% d'intégration professionnelle des jeunes qui sortent de toutes les écoles de France, qui sont évidemment de niveaux variés. Nous n'avons pas tous les mêmes chiffres d'intégration professionnelle. Donc la réalité, ça fait qu'un certain temps, on est à 50% d'intégration professionnelle. Et pourtant, quand on fait des salons, on a des familles inquiètes qui sont perdues dans une offre énorme et qui nous indiquent que tout le monde dit que l'intégration professionnelle, c'est entre 90 et 98%. Donc c'est peut-être pas vrai à chaque fois. Et c'est quelque chose voilà, qu'il faut... Donc on aura un sujet et une petite surprise qu'on va aborder tout à l'heure sur les notions de transparence et de l'action, comment peut-être notre marché de la formation, parce que c'est un marché énorme, peut se réinventer et doit se structurer. Et quand on parle d'inclusion sociale, je rajoute juste une petite ligne, dans un contexte où l'intégration professionnelle est de moins en moins assurée, la prise de risque de se lancer dans une formation privée va être très lourde et ça va évidemment réduire les populations de classe moyenne et de classe plus modeste. Je peux t'inviter à conclure, Camille. C'était ma conclusion. C'était ta conclusion. Voilà. Donc... Alors, on dit c'est moi.
Ces deux interventions vont sans doute renforcer la critique qu'on peut entendre sur les RAF parfois, c'est qu'on ouvre beaucoup de champs et qu'on accorde peu de temps pour pouvoir creuser les questions qui sont soulevées. Là, elles sont immenses. Pour autant, évidemment, nous aimerions bien engager un dialogue avec vous dans un temps qui est très contraint, mais tout de même. Je peux aller poser une question là-bas ? Non. Alors, ici... Oui, bonjour Didier Henry de Bush Spirit. Camille, tu me tends la perche. Donc j'ai envie de poser la question, n'y a-t-il pas trop d'écoles d'animation en France ? C'est ce qu'on vient de dire. Tout à fait. Et comment on peut faire ? Ce qu'on vient de dire, en fait, il faut s'acheter des bazookas et puis Alors, c'est pas tirer sur la société capitaliste, tu vois. Non, je déconne. Mais c'est un constat, on vient de le faire, on le partage, oui. le constat. Maintenant, mais nous, nous des écoles à échelle humaine. Mais nous, en termes d'entreprise, on a le même constat et c'est assez dramatique en fait de recevoir des mails de ces étudiants et qu'on ne peut rien faire pour eux en fait. Et je suis bien placé puisque je suis trésorier aussi de Magélis Solidarité et on reçoit ces étudiants qu'on aide financièrement et à chaque fois c'est des gens qui sont passionnés mais c'est des vécus à chaque fois dramatiques, avec des crédits qui sont engagés et puis pas forcément de perspective derrière. Merci pour cette intervention. Et madame, juste, voilà. Oui, bonjour Julie, je suis talent scout pour le groupe Quad Fix Studio et Wiz. Et j'avais une question, parce que au RECA, au CNC, là, au mois d'octobre, je crois, on avait aussi un peu parlé de ces sujets. Et moi, j'avais une question. Est-ce que toutes les écoles envisagent d'ouvrir, plutôt de se mettre en lien avec d'autres industries que celle de l'animation pour intégrer leurs étudiants ? C'est le cœur de la vie de Georges Méliès, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. En fait, un artisan de l'image peut aller dans les effets spéciaux, dans l'anime, dans le jeu vidéo, dans l'architecture, c'est déjà le cas, dans la virtual production, dans les applications AR, VR. En fait, ce sont les mêmes métiers. En fait, c'est les applicatifs, les outils qui peuvent changer, linéaire ou pas linéaire dans la narration, mais en fait, ce sont tous des métiers de narration. Donc, arrivé un moment, ces compétences peuvent servir à plein de domaines. Une autre expérience dans le médical, on a avec l'Université de Créteil et les chercheurs en cardiologie en fait travaillé sur la virtualisation d'un cœur humain il y a déjà 10 ans en 3D dans une salle avec tous des lunettes 3D pour parler des différentes pathologies que le cœur humain peut rencontrer. C'est nous qui avons fabriqué les images en laboratoire dans l'incubateur de l'école et cette dynamique en fait permet d'amener en fait une réflexion supplémentaire, faire un pas de côté avec d'autres métiers. On vit dans un monde de l'image, je dirais même souvent, on est dans un monde de l'image. Où sont aujourd'hui nos imagiers ? Et j'ai pas dit infographie, j'ai pas dit animateur, j'ai dit imagier. Et l'imagier au Moyen-Âge, c'est celui qui burinait les images sur les monuments, en fait, parce que les gens savaient pas lire. On n'en est pas loin là. Donc, il faut impérativement couper tous les jeunes de ça, bien sûr. On doit le donner le plus tardivement possible, et puis pouvoir leur dire, vous pouvez aussi devenir et fabriquer des images, et dans plein de domaines. Mais ça marche, donc la critique d'hier que je faisais sur mes étudiants qui ne se retrouvaient pas dans les alternances, c'est parce qu'effectivement, ils sont dans d'autres secteurs qui ne sont pas comptabilisés là-dessus. Mais ils bossent, et puis ils bossent des fois à des salaires plus importants que dans l'anime. Donc pourquoi les interdire d'aller ailleurs, quoi ? Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question, Véro ? Oui. Bonjour, Pierrot de Bobby Pills. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Camille, sur le fait que les étudiants sont peut-être aujourd'hui et les parents perdus face à l'offre pléthorique d'écoles d'animation, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi une forme de rapprochement avec l'industrie et de label de l'industrie qui donne une forme de validation à des écoles qui sont pour nous intéressantes et qui permettraient aux parents aussi de savoir vers qui s'orienter s'ils ont envie que leurs enfants trouvent vraiment du job ? À se demander si tu n'es pas dans le secret des dieux. Je vais inviter on va en parler. Voilà, sans transition, Anne et peut-être pas du tout Anne. Donc je suis les représentants du RECA qui voudront bien se présenter à cette tribune, ou vous-même, qui hier avait qui avait une réunion importante qui aboutit à une décision qu'il voulait dès ce matin partager avec nous tous. Et qui va dans le sens, je crois, des échanges et des débats que nous venons d'avoir. Eh bien, ce sera Simon qui va se dévouer, qui va prendre un micro. Simon. Je me présente à vous aujourd'hui en tant que responsable du groupe de travail sur la labellisation du RECA.
duquel faisait partie Camille et plusieurs autres écoles. On a travaillé depuis 6 mois à réfléchir à un projet, à une première étape pour l'Eureka, pour justement se labelliser. Donc Pierrot, je pense que ça va répondre déjà à une des remarques qui vient d'être faites. Et j'ai le plaisir du coup de vous annoncer qu'hier a été présentée en Assemblée Générale Extraordinaire une proposition de refonte des statuts qui intègre donc la labellisation du Eureka. Donc je vais essayer de vous expliquer en quelques mots, pour faire très court, parce qu'on n'était pas dans le programme, de quoi il retourne. Donc cette labellisation, on a choisi de garder les valeurs du Eureka. Les valeurs, elles étaient inscrites dans une charte où dedans il y avait des valeurs et des engagements. Ce qu'on a fait, c'est vraiment de prendre toutes ces valeurs et d'en faire des engagements. Et donc cette labellisation, elle passe par deux volets. Un premier volet qui est un engagement de transparence absolue des écoles du Eureka sur les chiffres qu'elles publient. Et les chiffres, on passe par exemple par le positionnement professionnel à la sortie des études, d'avoir une grille commune de lecture, des chiffres vérifiés par des audits externes, par un cabinet d'audit qui sera payé pour l'occasion. Et donc toutes les écoles, hier soir, ont voté à l'unanimité, quasiment à l'unanimité. Mais c'est quasiment à l'unanimité, moi c'est l'unanimité. On a une abstention d'une école absente. Non, on va pas dire non. Non, parce qu'on va générer des trucs. Vous l'aurez dans les couloirs. Donc, à voter à l'unanimité, et ça dit quelque chose des écoles qui sont présentes au Eureka, je pense. L'acceptation, donc c'est une charge de travail en plus pour toutes les écoles, parce qu'il faut se conformer à l'édition de chiffres, mais on pense tous que c'est notre responsabilité éthique d'afficher une information claire sur le fonctionnement des études, combien d'étudiants passent en année supérieure, combien coûte la totalité de la scolarité. Donc ça, c'est le premier volet, donc c'est ce qu'on appelle le cartouche Eureka, qui est tout un ensemble d'informations claires qui sera disponible sur le site web du Eureka dès que les écoles ont tous rempli donc ce cartouche, mais en tout cas elles se viennent tous de s'engager à le faire chaque année et avec les mêmes règles de calcul, d'affichage. Donc ça c'est la première partie, donc une transparence complète des écoles du Eureka. Et la deuxième partie, c'est des normes d'usage. Et donc on a défini plusieurs normes, et l'idée c'est que le Eureka ayant la volonté d'aider les écoles à avoir une démarche vertueuse, un terme qui nous a pris du temps hier soir d'ailleurs, ce terme vertueux, les écoles comprennent. À l'unanimité. L'unanimité. Donc de s'engager dans plusieurs normes d'usage, c'est-à-dire de s'engager à avoir des pratiques similaires dans les écoles. Alors il y a une partie sur les pratiques commerciales, il y a une partie sur le bien-être étudiant. Donc je ne vais pas détailler ici parce qu'on a un peu de temps, mais peut-être l'année prochaine on reviendra pour vous dire 1 an après qu'est-ce qui s'est passé. Qui sait ? Sur le bien-être étudiant, troisième point sur la communication et comment les écoles communiquent. Il y a aussi des engagements dans les normes d'usage sur la façon des écoles de communiquer sur leur école. Et finalement, une dernière norme qui n'est pour l'instant pas écrite, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour y réfléchir, ce qui est celle sur l'éco-responsabilité. C'est la seule qui n'est pas écrite, parce qu'on sent toutes les écoles qu'on a un travail collégial à faire pour écrire justement le destin commun de nos écoles face à cet enjeu d'éco-responsabilité. Et c'est tout. Merci de nous avoir réservé la primeur de cette annonce.